On y croit un peu plus, la France au prochain mondial, mais pas de droit à l'erreur. Mardi à Oslo, Michel Platini avec nous en direct de Clairefontaine. Papin cartonne, l'OM décolle, PSG s'accroche et Bordeaux reste leader. Les 26 buts de la 8e journée dans ce téléfoot. 8 ans après l'aventure espagnole, le Cameroun a 90 minutes d'une deuxième qualification en Coupe du Monde. Notre cadeau, le Calcio, Bologne-Inter et Milan-Lazio, le résumé de ces deux rencontres en fin d'émission. Et puis Diego arrive, enfin on l'espère, car on l'attend à Naples, mais on l'attend également à Marseille. Bernard Tapie est notre invité ce soir. Bonsoir à tous et à toutes, Bernard Tapie, bonsoir. Diego Maradona devrait arriver demain après-midi à 15h15 à Naples, on n'ose plus y croire, à un tel point qu'hier, le sénateur Pietro Pizzo a interpellé le Premier ministre Giulio Andreotti sur le ton de la plaisanterie pour lui demander d'intervenir auprès du gouvernement argentin et peut-être même de saisir les Nations Unies. Alors Bernard Tapie, est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir déclenché une Xème crise gouvernementale en Italie ? Vous savez, je reviens et on m'a témoigné de tout ce qui s'est dit, de tout ce qui s'est écrit et de tout ce qui s'est raconté sur cette affaire. On en a fait pratiquement un feuilleton, alors que rien, malheureusement, rien n'a bougé depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois, il y a trois protagonistes. Il y a d'abord en priorité le joueur, qui à la fin de la dernière saison avait évoqué, pour des raisons qui lui sont propres, l'envie de ne pas rejouer cette saison prochaine à Naples, et qui avait exprimé le désir de venir à Marseille. Il y avait moi qui étais très content de l'accueillir à Marseille parce que je crois que c'est le meilleur joueur du monde. Et puis il y avait Naples qui est propriétaire du contrat et qui a dit il n'est pas question que Maradona aille ailleurs. Et on est 3 mois après, et je dis malheureusement parce que maintenant c'est devenu presque un conflit d'hommes entre le président de Naples qui, fort de son bon droit, agit comme un président qui ne veut pas laisser partir un joueur, et puis Diego Maradona qui hésite à rentrer parce qu'il y a eu une escalade verbale par presse interposée et que maintenant on est rentré dans un système dont il est très dur de se sortir. Donc nous, notre rôle actuel, c'est au contraire de calmer le jeu à fond et d'inciter Maradona et son club à s'entendre parce qu'il y a comme ça qu'une issue est possible, dans tous les sens. Bernard, on va reprendre les choses dans l'ordre. Je vous propose d'écouter la toute petite phrase qui a tout déclenché. Je vais remettre mon contrat entre les mains de Ferlaino, le président du Football Club de Naples. Comme ça, il n'y aura plus de problème Maradona. Vous allez annuler le contrat? Oui, je vais régler mes comptes devant les tribunaux avec mes avocats. Alors il va régler tous ces problèmes. Non, je ne crois pas que ça se passera comme ça. Je pense que, vous savez, ce sont des gens qui sont soumis à des pressions extraordinaires et il faut pas tenir compte d'un interview fait à un moment donné. Je pense que Maradona rejouera sûrement à Naples. En tout cas, c'est souhaitable qu'il trouve un arrangement avec son club. Il ne pourra pas venir à Marseille tant que Naples se sera pas mis d'accord avec Maradona. Et moi, je veux absolument qu'il vienne à Marseille un jour. Depuis, il s'est passé des événements. Moi, j'ai 3 étrangers maintenant. Oui. Et mes 3 étrangers, pour l'instant, me donnent satisfaction. Donc je suis parti, pour l'instant, dans un championnat avec une Coupe d'Europe à l'appui, qui sera sans Maradona, sauf si des événements, à la fois chez moi, mécontentement d'un joueur, et à la fois à Naples, désir de s'en séparer, peuvent changer. Donc pour l'instant, on est loin d'être dans le cœur d'un débat qui, pour l'instant, je le crois, n'a pas abouti à autre chose qu'à se poursuivre. Donc on dit que vous avez rencontré Maradona, est-ce que c'est vrai? Bien sûr, mais je l'ai rencontré plusieurs fois. Ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, il a donné 4 ans de sa vie à Naples, qui Naples lui a rendu par des honneurs, par une ferveur, par une passion formidable. Il a fait de Naples le champion d'Europe. Et maintenant, il a pour des raisons qui lui sont propres. Et je pense que seul lui a le droit de les dévoiler, a le droit de les dire. Il n'a plus envie de jouer à Naples. Et il m'a même fait état de quelque chose qui, je pense, ne sera pas définitif. Il préfère abandonner le football. Je crois qu'il ne faut pas qu'il reste et qu'il persévère dans cette voie-là. Je pense que les choses devraient rentrer dans l'ordre et se calmer. Mais si vous permettez, monsieur, je vais vous dire quelque chose. Oui, monsieur. Car à l'occasion de cette histoire, moi j'ai pu noter 2 choses. Nous, sur le plan sportif, on n'est pas très bon. On n'est pas très bon parce que, oui, par rapport à l'Italie, dont il faut se regarder comme modèle, la seule l'année dernière, il y avait 3 clubs italiens en finale des 3 Coupes d'Europe. Ils en ont gagné 2 sur 3. Et nous, on n'en a jamais gagné une. Mais vous, les médias, tous ensemble, quand on voit comment vous avez traité cette affaire, on ne s'étonne pas que vous êtes aussi mauvais que nous. Vous savez que vous faites en gros 2h30 d'émissions sur le foot par semaine. En Italie, il s'en fait 42 heures. Vous drainez 6 millions d'annonceurs en tout, ils s'en drainent 29 millions. Le seul quotidien sportif français fait 200 à 300 000 exemplaires. En Italie, ils en font 2 200 000. Ça veut dire que si tout le monde avait compris, à l'occasion de cette affaire, parce que quand je suis dans un système, j'ai envie qu'il marche, que c'est en faisant venir des gens comme Maradona, en France, que l'ensemble du football français, de la presse française, des médias, que sociologiquement, on arrivera à vivre le football autrement.
qu'on arrivera, je pense, à égaler les Italiens. Ce ne sont pas des extraterrestres. Seulement, on a préféré faire du sensationnel avec votre chaîne voisine qui a interviewé un type qui représentait que lui-même, parce qu'on ne sait pas qui c'est, mais n'empêche qu'Antenne 2 lui a donné 3 minutes. 3 minutes à un gars qui a parlé pour ne rien dire, puisque personne ne le connaît, ni moi ni Maradona. Et dont Maradona dit qu'il ne le connaît pas. Voilà. Quant à mon ami Guillaume Durand, lui, sur la 5, il a carrément mis la mafia dans le coup en disant qu'on allait échanger Maradona contre des immeubles. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Nous, on est des nuls, monsieur Zabel, vraiment nuls. Mais vous êtes aussi nuls que nous. Enfin, pas vous. Hein. Oui, oui. Pas vous, hein. Non, mais enfin, bon, puisque vous engueulez les médias, moi, je vais vous Non, donner... je n'engueule pas. On est tous aussi bons les uns que les autres. Oui, hein. non, mais moi, je vais vous donner une occasion de vous faire engueuler. C'est par Luciano Moggi, le directeur général du club de Naples, qui n'est pas très très content après vous. Écoutez. En ce qui concerne Bernard Tapie, sa façon d'agir est incorrecte. On ne traite pas directement avec un joueur, encore sous contrat avec un club. D'habitude, on traite avec les dirigeants. En effet, si le club refuse de se séparer du joueur, on ne s'adresse pas directement à lui, car son contrat, il l'a signé librement. C'est pourquoi Naples va demander au bureau des enquêtes italien que notre fédération intervienne auprès de la fédération française pour qu'elle prenne des sanctions contre Marseille et contre Tapie. Je comprends tout à fait ça. Et à sa place, je dirais la même chose. Ah, vous assumez. Je dirais tout à fait la même chose. Que Naples soit pas content parce qu'on est en relation avec un de ses joueurs qui est sous contrat, c'est logique. Je lui expliquerai à lui de vive voix le jour où il aura accepté qu'on le rencontre, puisque que ce soit le président qui est trop important pour qu'on le rencontre, mais même le secrétaire général, il est trop important aussi pour qu'on le rencontre. Alors, j'étais à deux doigts d'en parler au gardien du stade à Naples, mais je me suis dit finalement, il vaut mieux que je le garde pour la commission d'enquête de l'UEFA. Cela dit, qu'il soit très mécontent qu'on s'adresse à un joueur sous contrat, je le comprends. Mais moi, je vais vous dire, quand je veux quelque chose, je le veux vraiment. Et moi, un jour, voir Maradona, malgré ce que m'a dit mon ami Thierry, il m'a dit, tu sais, il est gros maintenant. Et bien même Maradona gros, moi je rêve de le voir un jour sur la pelouse du stade Vélodrome, vous voyez. Ouais. Alors côté joueur, il semblerait, Bernard, qu'on n'accueille pas ça d'une manière très très enthousiaste. On a vu ici et là dans la presse contents, toujours. Très content. Oui, on a vu des déclarations de Papin, entre autres, Vous les avez vus, vous? Je les ai lus, en tous les cas, dans les journaux. Il vous l'a dit à vous? Non, nous, il nous a dit autre chose. Ben moi on les aussi. voit en ce moment. Pas besoin de Maradona, ça c'est Papin qui l'a dit visiblement aux Parisiens. Non, non, ça c'est le Parisien qui l'a écrit. Bon. Et puis, c'est pas tout à fait pareil. Alors, eh bien, Jean-Pierre Papin a choisi un intermédiaire de Téléfoot pour s'adresser à vous maintenant. Je m'adresse à mon président, comme on n'a pas eu encore l'occasion de se rencontrer depuis le match de Sochaux. Je crois qu'il y avait une mise au point à faire et je pense que ce qui était dit dans les journaux a été très violemment modifié par les journalistes. Alors je me pose des questions si ces fameux journalistes ne sont pas hostiles à l'arrivée, eux, de Maradona à Marseille. Mais vous alors, est-ce que vous y êtes favorable ou non? On a lu dans les journaux que vous n'y étiez pas favorable. Non, j'ai absolument pas dit que j'étais pas favorable, j'ai dit que c'est sceptique que ça revienne sur Marseille parce qu'il y avait été dit tellement de choses depuis cette éventuelle arrivée. Donc maintenant ça revient sur Marseille, donc je suis pas hostile à l'arrivée de Maradona, mais j'espère que s'il y a un Marseille, ce sera aussi bénéfique que ça a été dit. Vous êtes d'accord pour le vrai Maradona, pas pour son fantôme? Bien sûr. Voilà. Oui, hein, franchement, ça ressemble pas à ce que j'ai lu. Bon, alors j'ai 3 questions précises à vous poser. Vous avez déjà 3 étrangers. Comment vous faites alors? Non, mais ça, ce sont des problèmes qui sont à régler à partir du moment où Maradona rentre. C'est pas le cas. Naples en est propriétaire, il veut pas qu'il vienne. Bon, le jour où il voudra venir et où le problème se posera, vous en faites pas, je saurai régler le problème. Moi, j'ai l'impression... D'abord, attendez, il y a 2 choses qu'il va falloir contrôler. C'est si je suis vainqueur de la Coupe d'Europe avec mes 3 étrangers là, moi ce que je veux, c'est pas faire du show avec Maradona, ce que je veux, c'est gagner la Coupe d'Europe. Mais je le veux, c'est pas je le voudrais bien, c'est je le veux. Bon. Et peut-être que Maradona, c'est un petit plus, car malgré qu'il fasse 10 kilos de trop, d'après Thierry Roland, il a gagné la Coupe d'Europe l'année dernière, l'air de rien, avec ses 10 kilos de trop. Donc, si ça se trouve, Moser, Waddle et Francescoli vont me faire gagner la Coupe d'Europe des clubs champions. Alors, ce jour-là, Maradona, on part en vacances ensemble, c'est tout. Bon, si c'est pas le cas, il faudra qu'on cherche une autre solution. Vous savez d'ores et déjà combien vous allez le payer si vous parvenez à vos fins? Bien sûr. Vous pouvez me dire la somme? Oui. Combien? 20 millions par an. 20 millions par an. Mais c'est cadeau. C'est pas beaucoup. Mais c'est cadeau. Mais c'est strictement zéro, c'est rien. C'est beaucoup moins que quand vous donnez 50 000 à un joueur de Laval. Quand vous donnez 20 millions par an à Maradona, il vous fait cadeau de sa personne. Est-ce que vous savez que le seul personnage vivant, connu de toutes les couches de la société du monde entier, dans tous les pays du monde entier, c'est Maradona? Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte ce que c'est.
Dans tous les pays du monde entier. Vous interrogez le PDG d'une grande société ou le veilleur de nuit d'un garage, Maradona, il sait ce que c'est. Alors, à vous d'être assez intelligent pour amortir le joueur. Moi, si j'ai Maradona, faites-moi confiance qu'il y aura des parfums, des eaux de toilette, des compagnies aériennes qui porteront leur nom. Mais Maradona à 20 millions par an, il est cadeau. Vous êtes suffisamment riche pour vous l'offrir. Attendez, je vais vous poser une question. Vous savez qu'on va être cette année le budget le plus cher de tout le football français. De loin. Et je vous garantis qu'on est les seuls qui allons gagner de l'argent. Vous avez compris ça? Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est pas de savoir combien vous dépensez, combien il reste dans la caisse en fin d'année. Le seul club dans la caisse de laquelle il va rester de l'argent, ça va être Marseille. Et c'est le club qui dépense le plus. Que ça peut faire ce qu'on dépense. Ce qui compte, c'est vous savez combien on fait de recettes par semaine au championnat de France? Entre 100 000 et 110 000 spectateurs, dont un tiers seulement à Marseille. Et c'est pas un privilège, hein. Je peux vous dire qu'à Strasbourg, à Lyon, Bordeaux, Paris, Saint-Étienne, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez faire la même chose. Comment, juste un petit truc, je vais vous expliquer comment ils font les Italiens. Vous savez qui est propriétaire de la Juve? Agnelli. Vous savez qui est propriétaire de Milan? Berlusconi. Oui. C'est des gens qui mettent leur argent et qui le font comme on fait dans une entreprise. Et en général, quand ils mettent de l'argent, ça rentre pour qu'ils en rendent plus. C'est pas un dirigeant, forcément, qui est le bénévole aimé de la Ligue et qui va tirer la sonnette de la mairie du coin pour chercher des subventions. C'est un gars qui gère son budget pour que ça rapporte. Très bien. Merci Bernard d'avoir été notre premier invité pour cette émission à 18h. Peut-être allons-nous vous revoir un jour dans cette émission en compagnie de Diego Maradona. J'espère pour tout vous, le mal que je vous souhaite. Ce jour-là, vous ferez 10% d'audience. Merci beaucoup. Nous restons directement en Italie avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Dans le groupe 3 de la zone sud-américaine, le Brésil joue sa qualification cette nuit au Maracana face au Chili. Je vous laisse imaginer l'ambiance là-bas et le drame. Si par malheur pour eux les Brésiliens étaient éliminés, ce serait la première fois dans l'histoire du foot que le Brésil serait absent de la Coupe du Monde. On jouait donc cette semaine dans les zones sud-américaines mais également africaines. Résumé et résultat avec Philippe Pouy et Frédéric Jaillant. Amérique du Sud, groupe 1, l'Uruguay a fait le plus dur en battant le Pérou 2-0 à Lima. Premier but à la suite d'une mauvaise relance du gardien péruvien dans les pieds de Rubén Paz. Sosa, lui, fait payer le prix fort de sa bévue à Purizaga. Deuxième but uruguayen à la suite d'un exploit personnel d'Alzamendi, toujours aussi vif et toujours aussi efficace. Le Pérou a déjà fait une croix sur le mondial 90. Groupe 2, Paraguay et Colombie. À Asunción, on ne rigole pas. Pour préparer ce match, c'est le président général paraguayen Rodriguez en personne qui a imposé une caserne comme centre d'entraînement. Mais apparemment, la méthode a du bon, puisqu'après 1 heure de jeu, Javier Pereira a ouvert la marque entre les jambes du gardien colombien. Les coéquipiers de Valderrama égalisent. Higuaran a trompé Chilaver. La suite est plus musclée et pourtant la faute d'Higuita sur Delgado ne mérite rien d'autre qu'un pénalty sifflé par l'arbitre le chilien M. Silva. Après, c'est l'émeute, mais au Paraguay, ce ne sont pas les forces de l'ordre qui manquent. Et dans ce tohu-bohu, le caméraman en a même oublié le pénalty de la victoire paraguayenne transformée par Chilaver. Dans le groupe 3, le Chili a battu le Venezuela 5-0, mais cela ne sera sans doute pas suffisant pour aller en Italie l'an prochain. Dans ce groupe, le favori est le Brésil. Quant à ce but le plus beau, il est signé Le Tellier. Afrique à présent, l'Algérie face à la Côte d'Ivoire pouvait se satisfaire d'un nul, mais grâce à Madjer, elle l'emporte 1-0. L'Algérie jouera le match décisif de qualification face à l'Égypte, vainqueur du Kenya. Nous y sommes, image très moyenne, mais but et ambiance tout à fait étonnants. Le Maroc à présent déjà éliminé, il encaisse de la part du Zaïre le premier but d'une partie qui se jouait à Rabat. Si les Zaïrois avaient gagné, ils auraient eu droit eux aussi à cette fameuse finale de qualification, ou si vous préférez à un match décisif, mais dans un premier temps le Maroc égalise par Madi. Puis dans un deuxième temps, les Zaïrois ne parviennent plus à marquer comme sur ce coup franc de Kabongo ou comme sur cette ultime occasion dans les dernières secondes que Kabongo, encore lui, ne peut convertir. Du coup, c'est la Tunisie, vainqueur de la Zambie 1-0 grâce à ce coup franc, qui le disputera ce dernier match de qualification décisif. Reste à savoir contre qui.
Mais la réponse pratiquement maintenant, ce sera contre le vainqueur de Cameroun-Nigeria, match auquel vous avez assisté. Pascal Pro. Oui, il y a en Afrique 2 qualifiés qui iront en Coupe du Monde. Alors ce sera évidemment la Tunisie, on l'a vu, et ce sera le Cameroun. Mais ce que je voulais vous dire juste avant cela, c'est que il y a beaucoup de bons joueurs au Cameroun et personne ne vient les voir. Il n'y avait aucun entraîneur français, aucun sélectionneur pour voir ce match Cameroun-Nigeria. Et c'est dommage parce que l'Afrique est un vivier, on le voit avec BLN, Kono et tous ces joueurs-là. Et on trouve à Yaoundé de très jolies cravates, vous nous en avez rapporté un exemplaire. Nous retournons donc à Yaoundé où vous aviez invité Jean-Vincent, l'entraîneur du Cameroun de la Coupe du Monde 82. Il vous a bien entendu servi de guide. Tradition, Jean-Vincent retrouve le kiné magicien sorcier qui a accompagné l'équipe lors de la Coupe du Monde 82 en Espagne. Je sais qu'on avait 16 docteurs avec nous. Je me suis renseigné, on m'a dit il y a beaucoup de psychologues et tout, et je soupçonne qu'il y avait quelques sorciers parmi eux. Aujourd'hui, Boubou et Marabout débarrassent le plancher du Cameroun, version officielle, terminé le temps des séminaires et des lieux retirés et désertés. L'équipe nationale a vécu 3 jours ici dans un hôtel délabré de Yaoundé et seules les prières de Canabiik rappellent le temps passé des superstitions. Bon, il y avait un seau en plastique et puis je voyais casser des ampoules et puis c'était mélangé et tout. Alors que le soleil tapait, il faisait 41 degrés, je me dis c'est pas vrai. Et tous les joueurs ont pris cette mixture avant le match. Mais ils ont une santé extraordinaire. Et pendant ce temps-là, un match de quartier, mais pas un combat de rue, une véritable compétition officielle. Les sélectionneurs ne s'y trompent pas et viennent toujours à cette source quasi quotidienne qui coule dans tout le Cameroun. Le jour J, Cameroun-Nigeria dans le stade de Yaoundé, 90 000 personnes, déjà tous présents 1 heure avant le coup d'envoi et seulement 15 francs pour voir le spectacle, avec en prime, dans quelques instants, une première émotion. Ils l'ont reconnu, Jean-Vincent leur a fait toucher le ciel en 82 en Coupe du Monde, alors ils le remercieront durant 10 minutes bouleversantes. C'est l'Afrique comme dans cette façon de se dire je t'aime et de se tenir la main sans ambiguïté pour partager la joie et l'émotion. Et regardez bien le petit ramasseur de balles, il s'est signé juste avant de rentrer sur le stade. C'est toujours l'Afrique lorsque le match débute avec un quart d'heure de retard. Les Nigérians refusent le tunnel qu'ils croient envoûté. Comme il s'agit de l'unique sortie, l'arbitre lancera un ultimatum. Tout est alors en ordre, le coup d'envoi peut être donné, baigné dans une atmosphère quasi religieuse. Fédé pour Ebongue, slalom d'Ebongue pour Djonké Bonaventure et penalty. L'arbitre Djouini très clément sur cette action, sur cette faute sur Djonké Bonaventure. La faute basket. La faute basket, l'arbitre est libre d'apprécier. Djonké a le ballon, c'est vrai, il est culbuté, mais il provoque le saut. On regarde ça. Il provoque le saut, mais il y avait la cuisse de son diabète. Il y a la faute. Inquiétude pour le gardien nigérian, victime d'un malaise après 25 minutes de jeu étonnant au match aller. Un joueur du Nigeria est mort pareillement sur le terrain. Fédé cette fois lève le cuir, tête de main et but. Oh, tête de main et but. 1-0 score final, il ne se passe pas grand-chose en seconde mi-temps, si ce n'est l'expulsion de Ebouakbé pour avoir tiré l'oreille d'Eboualé. Le Cameroun se retrouve donc à 90 minutes seulement de l'Italie et surtout un adversaire nettement moins fort, la Tunisie. C'est donc quasiment fait. Ce sera votre deuxième Coupe du Monde personnelle après 82. Enfin, j'espère bien que si nous jouons de la même manière, que nous puissions faire un bon résultat chez nous, nous pourrons aller en Coupe du Monde. J'ai quelque chose à dire pour que je te toi. J'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. Il avait quelque chose à dire et beaucoup à attendre sans doute. Noir, c'est noir. Il y a beaucoup d'espoir. Quant à la faute basket, on ne sait toujours pas ce que cela signifie. Retour maintenant sur la 8e journée du
championnat de première division. Alors Frédéric Jaillant, nous n'allons pas présenter ces matchs dans l'ordre chronologique, ils datent de mercredi. Vous avez choisi de nous les présenter par série? Oui, d'autant qu'il y a eu pas mal de bulles, il y en a eu 26. Alors on a divisé en 3 catégories, celle des cavaliers seuls, comme pour Bordeaux, Marseille ou Auxerre, qui elles vont en poupe, celle des matchs nuls un but partout, il y en a eu 4 des nuls sur ce score-là, et puis celle des matchs dont il faut bien le dire, Roger, on n'a pas su trop comment les classer. On a trouvé quelque chose quand même. On va commencer par les cavaliers seuls. Marseille-Sochaux, Bordeaux-Brest et Auxerre-Caen. À Marseille, il n'y aurait sûrement pas eu de festival si cette erreur de Huard avait été exploitée par Crossi. Festival qui commence avec cette tête de Moser suite à un corner, comme d'habitude en somme. 1-0 pour l'OM contre Sochaux après 7 minutes de jeu, puis 2-0 2 minutes plus tard. Ouverture Waddle pour Papin et Monsieur Véniel qui accorde un pénalty aux Marseillais. Pénalty transformé par Papin, 2-0 après donc 9 minutes de jeu. Puis 3-0 encore 2 minutes plus tard, soit après 11 minutes. Centre d'Amoros, repris par Sauzet. Sans avoir eu le temps de dire ouf, Sochaux se retrouve donc mené 3-0. Extraordinaire début de match pour l'OM. Des matchs où ça a souri, où ça roule, comme on dit. On a été réaliste devant, on a joué sérieusement. Pour nous c'est merveilleux. Et Marseille aurait pu mener 4-0 après un quart d'heure de jeu. Il s'en faut de bien peu sur ce lob de Bernardet. Peu importe qui c'est qui marque, je crois qu'il y en a qui sont faits pour ça et d'autres pour courir et puis pour faire marquer les autres. Je crois que je fais partie de cela. Ce 4e but, il vient à la suite d'une nouvelle action de Manuel Amoros. 10 minutes avant la mi-temps, un centre intercepté de la main par Sylvestre. 2e pénalty et 2e but de Papin. 4-0 pour l'OM, mais juste avant la pause, répétition de la première action du match, à la différence que Laurent Crossi, cette fois, marque. Marseille ne mène plus que par 4 buts à 1. Deuxième période, on retrouve Amoros, on retrouve Papin. 3e but pour l'avant-centre de l'équipe de France, qui en ajoute un 4e à 2 minutes de la fin. L'OM bat donc Sochaux 6 buts à 1. Quant à Jean-Pierre Papin, 4 buts dans un match. C'est la première fois que cela lui arrive depuis qu'il est en France. Chapeau JPP. 4 buts aujourd'hui, 0 hier. Bon, mais je crois que l'essor est peut-être comme ça, il faut l'accepter. À Bordeaux, qui recevait Brest, tout ne fut pas si simple. Il ne reste en effet que 5 minutes à jouer en première période quand Pardo trouve Denbor, but de l'attaquant néerlandais, 1-0 à la mi-temps. Puis 2-0 à un quart d'heure de la fin du match. 1-2 entre Olsen et Lizarazu. Ce dernier, seul devant Barabé, marque ainsi son premier but en première division. Moment que n'oubliera jamais ce jeune joueur, l'une des révélations du début de championnat. C'est vrai que ça faisait plus longtemps que j'espérais marquer un but parce que bon, j'étais souvent dans des positions d'attaque et c'est une émotion qui est difficile à définir. Je pourrais pas le définir, c'est impossible. À 2 minutes de la fin, cette remise de la tête de Denbor permet à Ferreri de marquer le dernier but. Bordeaux bat Brest 3-0. Bordeaux ne jouera pas le titre, ça c'est une certitude. Bordeaux, s'il reste sérieux, très concentré, peut rester dans le groupe de tête et peut jouer pour une place européenne. À Auxerre et toujours sur la lancée de la qualification en Coupe d'Europe, tout commence avec un but refusé. Face à Caen, centre de Vailleroy et hors-jeu peu évident du Hongrois Kovacs. En tout cas, M. Poulain ne valide pas ce but, alors qu'en revanche, il va accepter celui qui vient. Cette fois pourtant, le hors-jeu paraît absolument indiscutable. Celui de Darras qui amortit avec la poitrine avant que Chifo ne marque le but. La partie était commencée depuis 1 heure à la fin du match polémique lancé par Robert Nouzaret, l'entraîneur de Caen. Surpris un peu du changement radical d'attitude de l'arbitre d'une mi-temps à l'autre. Est-ce que Giroud est intervenu à la mi-temps? Son comportement peut le laisser présager. Je pense que Giroud c'est quelqu'un que je respecte par le fait qu'il fait beaucoup de choses ici, mais je crois qu'on lui permet trop par rapport à ce qu'on ne nous permet pas à nous. Je ne pense pas du tout. Nous avons eu un but refusé d'entrée. Il s'est passé pas mal de choses. Les 3 buts ont été marqués à 70 mètres de moi. C'est plutôt lui qui était assis derrière le juge de touche. Non, je ne pense pas qu'il y ait eu influence. Et donc lui, j'ai pas marqué de but ce soir.
En tout cas, 8 minutes après le premier but, la victoire est dans la poche pour les joueurs de Giroud, car ils obtiennent un pénalty transformé par Enzo Scifo. 2-0, puis 3-0 score final. Le dernier but est marqué à 10 minutes de la fin. Belle combinaison sur le côté gauche du terrain entre Scifo et Vairua. Le centre de ce dernier est repris par Kovacs. Auxerre bat Caen 3-0. Le coup de chapeau, nous avons décidé avec l'équipe de Téléfoot de l'attribuer aujourd'hui à Enzo Scifo. Pourquoi Scifo? Eh bien tout simplement parce qu'avant lui, Auxerre ne se trouvait pas et que depuis qu'il est arrivé, l'AGIA n'a pas perdu un match et s'est même qualifié pour le premier tour de l'UEFA. Par ailleurs, et ce n'est que justice, Scifo vient d'être rappelé en équipe nationale belge. Alors coup de chapeau à Scifo et puis à celui vers lequel il se tourne actuellement, son entraîneur Giroud. Il n'y aura pas de semelle cette semaine, pas de vilain geste, pas de déclaration déplacée, le monde du football est resté sage, tant mieux, et pourvu que ça dure. Championnat, deuxième épisode de la 8e journée avec une étrange série de matchs nuls sur le score de 1 but partout. Nantes, Lyon, Nice et PSG n'ont pas réussi à faire la différence sur leur terrain. Commentaire Jean-Michel Larquet. L'an passé déjà, Nantes sur son terrain de la Beaujoire avait concédé 9 matchs nuls. Et voici l'équipe de Blažević sur les traces de son record. Pourtant, juste après la demi-heure de jeu, sur un débordement de Loïc Amis, Joël Henry, après un large crochet et pied droit, armé son pied gauche, direction pour le ballon la lucarne de Rust. Ressurgissait alors le syndrome du Canari. Notre équipe a beaucoup de problèmes au moment quand il mène 1-0 ou même 2-0. Il y a une certaine crispation qui est provoquée par un désir qu'on conserve ce résultat. Et bien sûr, cette crispation nous empêche énormément pour développer notre jeu. Une crispation dont va profiter Montpellier pour prendre son premier point à l'extérieur à la suite de ce corner, tête de Laurent Blanc, oublié par une défense quelque peu romantique. Au contraire de Nantes, Nice l'an passé en début de saison tout au moins faisait la loi au stade du Ré. Une bonne habitude qui est en train de se perdre. Nadon, le gardien de Lille, utilise ses mains hors de la surface de réparation. Il croit avoir évité le pire. Pas du tout. La frappe banane de Roger Ricord met les Aiglons sur la piste d'envol. À Nice, on croit avoir fait le plus difficile, oubliant que les Lillois avaient arraché la victoire l'an dernier, suite à une balle à terre consécutive à une panne de courant. Premier avertissement sur ce tir de Périlleux sur la transversale. Et en seconde période, regardez bien, il semble que ce soit Abedi Pelé et non un défenseur qui trouve Sauvager en position de hors-jeu. Faute de Morisseau. Discussion du même Morisseau. Rien n'y fait, le pénalty est réussi par Vandenberg. Soulagement pour Lille qui n'avait plus pris un point depuis la deuxième journée. Quant aux Matraciens redevenus de simples pingouins, chaque match est une lutte pour la survie. À ce petit jeu, Olmeta joue les leaders. Chaque occasion aussi est jouée à fond. Ginola pique son ballon pour Fernier, seul joueur en mouvement, demi-volée et 6e but du pied droit et pas sur pénalty. Pour les Gones, 2 petits coups de pouce du destin. D'abord sur l'égalisation de Barré, il semble que Kabongo ait gêné la sortie d'Olmeta et que le ballon ait touché sa main droite. Et second coup de pouce sur les essais successifs de Placido. À la suite de ce raid de Lima, tout cela sous le regard d'un Raymond Domenech privé de banc de touche par la commission de discipline. J'ai besoin là de parler, d'habitude je finis les matchs enroués, mais là j'ai l'impression d'être sans orphelin. Une équipe, il y avait l'équipe qui se battait en bas, et moi là-haut, tranquillement assis dans ma tribune, devant un verre. Il manque quelque chose au métier d'entraîneur dans cette situation. Bis repetita entre le Paris Saint-Germain et Toulon. Le 11 février 89, Courbis et Bell avaient fait échec à Ivic et Suzic. Mercredi,
Batz a d'abord eu très chaud sur ce raid de Colo et cette balle d'Anziani. Anziani que l'on retrouve devant ses buts. Énorme mésentente avec Pister. Christian Pérez n'en croit pas son pied droit. Et pas mal non plus l'égalisation de Toulon. Premier dégagement manqué de Janol. Reprise de marquer un ex-parisien. Et poste du même Janol pour un 4e 1-1 qui, paraît-il, sera à la mode cette saison. Selon vous, Christian Pérez, le score de 1 but partout sera le plus fréquent à l'avenir dans le football? Oui, les équipes se valent, il y a de très bons recrutements et puis tactiquement on est beaucoup plus au point que ce qu'on pouvait l'être les années passées, donc je crois que ce sera beaucoup plus fréquent. Vous êtes des fidèles de TF1, alors vous vous souvenez peut-être de ce reportage qu'avait fait Anne-Sophie de Christoffy sur le succès de 2 éducateurs. Ils avaient obtenu ce succès grâce au football dans une petite cité des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, la cité Besson. Ce reportage a obtenu un prix dans un concours appelé le Micro d'Or. Jusque-là, tout est normal, étant donné la grande qualité du travail d'Anne-Sophie. Mais là où cela devient un rêve, c'est que lorsqu'on apprend que Francis Borrelli, qui appartenait au jury de ce prix, a décidé d'inviter cette équipe de jeunes pour 3 jours à Paris, avec le Paris Saint-Germain. Histoire d'un rêve cette semaine, Anne-Sophie de Christoffy. C'est rare de venir ici au Parc des Princes. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent aller au Parc des Princes, c'est tout. Hein. C'est bien ici, c'est tout. En pénétrant dans le Parc des Princes, les enfants de la cité Besson marchaient comme sur une autre planète. C'est timidement et avec une infime précaution qu'ils découvraient un espace jusqu'alors inaccessible. Pour eux, les murs de leur cité ont toujours quadrillé le quotidien. Ici, on compte près de 5000 habitants et 60% de chômage. Il y a 4 ans, 2 éducateurs sportifs mettent en place une section football. C'est cette expérience que Francis Borrelli a voulu valoriser en invitant 15 enfants à Paris. Pourquoi il vous a invité? Je n'ai pas posé la question. Tu vas lui poser la question? Non, non. Il nous a invités, c'est déjà ça quand même. Ça sert à rien de lui poser la question. La prise de contact il y a 4 mois ne fut donc pas un simple feu de paille. Aujourd'hui, le président est là, donne de son temps pour accueillir les enfants. Vous me gênez en m'interviewant parce que j'ai presque envie que ça ne se sache pas. Ce que je fais, je vous répète, c'est spontané. J'ai envie de donner. J'ai une grande joie à donner. Vous savez, la main qui donne est souvent plus heureuse que celle qui reçoit. Alors, c'est un vieux proverbe oriental. Moi, j'aime donner. Qui va gagner ce soir? Match nul. Installé dans les gradins du parc pour la première fois de sa vie, on a vu et vécu en direct un match de division 1. Anzani vient de mettre la tête. Fajir reprend le ballon par Pérez. Qu'est-ce que c'est ça? Il passe à Calderon, à Bibar. Centre en l'air, c'est une gardien. Pourquoi pour le Fajir? Mais ça, il n'y a pas de problème. Mercredi soir, sur la pelouse du parc, on comptait quelques joueurs supplémentaires. Pendant 90 minutes, on a mémorisé tous les gestes. Tu crois que c'est facile, la vie de footballeur? Non, c'est pas facile. Le lendemain, ils attendaient l'entraînement des professionnels. Ils n'ont eu droit qu'aux stagiaires, mais quand on a reconnu Daniel Bravo, on avait déjà oublié ce qu'on avait vu la veille. Tu le voyais à la télé, maintenant je le vois devant moi. Est-ce que tu le trouves pareil qu'à la télévision? Ouais, au match il est plus sérieux, je le vois. Sérieux? Vous restez avec nous, car après cette page de pub, nous verrons la suite des matchs de la 8e journée de championnat. Nous retrouverons Michel Platini en direct de Clairefontaine avant Norvège-France. Et puis nous aurons un rendez-vous avec le football étranger et plus particulièrement avec le championnat italien. Le Milan contre Lazio, Bologne contre l'Inter. A tout de suite. Il nous reste les 3 derniers matchs de la 8e journée du championnat de France, dont 2 ont offert la possibilité aux mêmes joueurs de marquer 2 buts. Coup d'œil en 2 minutes sur Mulhouse-Saint-Etienne, Toulouse-Metz et Cannes-Monaco avec Marianne Macot. Toulouse commençait à avoir une réputation de spécialiste des matchs nuls. Il recevait Metz qui s'offre cette première nette occasion. Gérald Passy inquiète ensuite sur coup franc. Mais Aigné, une fois de plus, offre une ouverture à Bénédet. Il y a du but dans l'air.
Mais le score est de 0-0 à la mi-temps. Dès la reprise, Passy encore sur coup franc. Cette fois-ci, ça passe. À un quart d'heure de la fin, Gérald Passy va s'amuser un petit peu, dos au but. Tentative de retourner. Et en fin de match, Passy en redemande. L'appel de balle bien apprécié puisqu'il marque son second but de la soirée. Score final 2-0. Le public a retrouvé son chouchou malmené l'an dernier. Ce qui a changé, c'est qu'en tout cas je suis plus blessé. Ça c'est déjà une réalité. Je crois que physiquement je reviens bien et je crois que ça c'est un peu l'explication. Mulhouse sans Sliskovic va subir sa première défaite à domicile. Coup franc de Vitschge pour Saint-Etienne, reprise de Thibeuf et bel arrêt réflexe. Vitschge encore vise le point de pénalty. Un contre de la défense, mais derrière il y a Fournier pour reprendre deux volets. Arrêt une nouvelle fois. Et ce sont les joueurs de Mulhouse qui vont inscrire le premier but par Kerncevic à la mi-temps 1-0 pour Mulhouse. Au retour, Daguéville centre pour Vitschge encore et Étienne Mendy reprend et marque son premier but parce que le second suit 3 minutes derrière. Il profite d'une mésentente Stojkovic-Fichot pour le marquer. C'est la première victoire de Saint-Etienne à l'extérieur. Cannes-Monaco et un coup franc de Fury pour un superbe arrêt d'Ettori. Il s'agissait aussi du premier match de Luis Fernandez au stade de Coubertin. Score 0-0. Cannes est temporaire, mais je crois que ce soir aussi on a joué une bonne équipe de Monaco. Sur notre tableau de marche, il nous manque peut-être un point, mais avant le match de la Coupe d'Europe, c'était très important de ne pas perdre. Les gardiens de but sont des joueurs de tête et ce sera l'objet de notre insolite de la semaine avec 3 sorties de la tête réussies par des gardiens. Vous allez pouvoir les suivre durant la 8e journée. La première réussie par Robin Huck, qui sort donc de la tête une première fois. Deuxième tentative. Et là, deuxième réussite. Alors Nadon à Nice avec Lille ne veut pas être en reste et lui aussi va réussir la première. Mais la deuxième, ce sera un petit peu différent dans l'autre mi-temps, puisque alors là, il est obligé de boxer hors de la surface de réparation. Et la même aventure est arrivée à Borelli, qui lui n'a pas pu s'arrêter non plus. Et le coup franc qui a suivi, rassurez-vous pour lui, n'a rien donné. En vous signalant que la 9e journée de championnat est programmée pour samedi, bien entendu, avec entre autres Toulon-Bordeaux, RP1 PSG, le derby, alors que Monaco-Marseille sera repoussé. Voyons maintenant le plus beau but et le plus bel arrêt de la 8e journée sélectionné par Frédéric Jaillant. À Nantes, le centre en retrait de Loïc Amis est idéal pour placer un équipier en position de tir. Justement, voilà Joël Henry. Il fait mine de frapper du droit. Devant lui, le défenseur de Montpellier joue le contre. Quand il retombe, il est battu. Le Nantais peut l'esquiver. À la sortie du crochet, cette fois, il frappe vraiment et du gauche. But marqué avec la tête et les 2 pieds. Nous avons bien aimé également ce coup franc de Gérald Passy. Mais si les coups francs donnent parfois de jolis buts, ils peuvent aussi amener de superbes arrêts. Pour nous, voilà celui de la semaine, du beau travail, signé Jean-Luc Ettori. Au classement, après cette 8e journée, Bordeaux reprend seul la tête. Marseille s'accroche avec le PSG à la 2e place. Toulon conserve sa 4e place et belle remontée de Saint-Etienne de la 12e à la 9e place. Dans le bas du tableau, les écarts demeurent très serrés avec un joli peloton à 7 points. Et Brest, qui reçoit Cannes la semaine prochaine, doit à tout prix l'emporter pour ne pas être décroché. Au classement des buteurs, Papin retrouve une place qu'il aime bien, la première, grâce à ses 4 buts marqués face à Sochaux. Le nombre de spectateurs est, disons, plus que correct, avec une moyenne de 16 000 à peu près. Quant au nombre de buts, il est également très satisfaisant. 26 buts, on en redemande. Et puis si vous voulez tout savoir sur la D1, la D2, la D3, vous faites 3615, code TF1. Mardi soir à Oslo, les Français disputent le premier des 3 derniers matchs des tours éliminatoires de la Coupe du Monde. Je le disais tout à l'heure, les Français n'ont plus le droit à l'erreur. Ils sont actuellement réunis à Clairefontaine autour de Michel Platini. Bonjour Michel. Il m'entend Michel Platini? Oui, très bien. Ah voilà, très bien. Michel, comment ça va à Clairefontaine? Quel a été le programme de la journée? On a fait un entraînement très léger en fin d'après-midi. C'est tout? Puis repos, sieste, télévision? Oui, non, mais parce qu'en principe, dans le football, 48 heures avant un match, on travaille très peu, on fait surtout de la récupération.
les joueurs, ils ont intérêt à être en forme toute l'année. Et quand ils viennent dans un stage, ça dure 3-4 jours. Alors ils ont besoin de récupérer pour préparer ce match. Michel, on a le sentiment que l'état d'esprit a changé dans cette équipe depuis la Suède. Est-ce que c'est une bonne impression? Quand on gagne, c'est plus facile, Monsieur Zabel. Oui. Et je lisais ce matin dans le journal du Dimanche que Jean-Pierre Papin déclarait qu'il ne s'était jamais retrouvé dans un aussi bon climat avec l'équipe de France. Est-ce que vous leur demandez vraiment de s'amuser comme vous aimiez le faire lorsque vous jouiez avec l'équipe de France? Vous savez, je crois que c'est difficile qu'un sélectionneur demande à des joueurs de s'amuser. Je crois que s'ils ont envie de s'amuser, il faut qu'ils s'amusent eux-mêmes. Du moment qu'ils créent des liens, qu'ils se font une belle amitié, je crois que sur le terrain, ça sera beaucoup plus facile et qu'ils auront beaucoup plus les coudées solidaires pour faire des bons résultats. Michel, j'ai avec moi le nouveau maillot de l'équipe de France. Je voudrais qu'on le voit à la caméra, ce serait mieux. Alors, comment vous le trouvez et comment le trouvent les joueurs? Est-ce il est à leur goût ou est-ce qu'ils apprécient à moitié? Voilà, on le voit mieux comme ça. Je le trouve très beau, mais maintenant, je ne sais pas si Jean-Pierre le trouve bien. Il faut demander aux joueurs s'ils le trouvent bien. Jean-Pierre Papin, vous le trouvez joli ce maillot? Moi, je trouve qu'il est super. Oui. Vous le porterez avec plaisir? Bien sûr, toujours. Bon, on va remettre les pieds sur terre, messieurs, avec Christian Jean-Pierre. Nous allons évaluer les chances de l'équipe de France, ou plus précisément essayer de savoir quels sont les différents cas de figure qui vous permettraient de vous qualifier. Clairefontaine, tout le monde descend pour l'ultime répétition, avant, on l'espère, le grand show de mardi à Oslo. Comme prévu, les 17 sélectionnés sont là, et Michel Platini explique pour la énième fois aux spécialistes les différents choix tactiques de cette rencontre, qui devraient ressembler à celle de Malmö contre la Suède. Mais attention, cette fois-ci l'enjeu est de taille, la France, ne l'oublions pas, n'est pas encore éliminée. Regardez le tableau. Dans ce groupe, la Yougoslavie a encore 3 matchs à jouer et il faudrait que les coéquipiers de Suzik perdent contre l'Écosse et contre Chypre et gagnent simplement contre la Norvège, soit au total 2 points sur 3 matchs, pour qu'ils se retrouvent à égalité avec la France. C'est évidemment peu envisageable. En revanche, les Écossais sont moins bien lotis. S'ils perdent en Yougoslavie, c'est envisageable. S'ils perdent au Parc des Princes, c'est indispensable. Et s'ils font un petit match nul chez eux face à la Norvège, soit 1 point sur les 3 derniers matchs, ils se retrouvent à égalité avec la France. La qualification se jouerait alors à la différence de but et la France devrait faire le plein lors du dernier match contre Chypre qui serait décisif. Bref, c'est encore jouable, reste à savoir si les joueurs y croient encore. Moi personnellement j'y crois, j'ai pas trop l'habitude de rentrer sur un terrain en pensant perdre et on va aller là-bas déjà pour gagner et au niveau de la qualification moi je crois au miracle même s'il y a une petite chance et il va falloir la jouer jusqu'au bout. Pour finir, petit clip avant le grand clap. Rendez-vous mardi et rendez-vous mardi à 23h en différé sur TF1. Michel, est-ce que vous croyez réellement aux chances de l'équipe de France là pour cette Coupe du Monde? Autrement dit, est-ce que vous travaillez à long ou à court terme? À long terme, ça voudrait dire que vous préparez la Coupe du Monde de 94 aux États-Unis. Je travaille pour trouver une équipe de France compétitive. Et je crois qu'elle a des qualités. Maintenant, on va essayer de gagner nos 3 matchs qu'il nous reste et en espérant un faux pas des autres. Mais c'est le dommage qu'on espère toujours un faux pas des autres. Vous y croyez vraiment? Évaluez-moi les chances que vous vous donnez ce soir, compte tenu du résultat contre la Suède, par exemple. Vous savez, maintenant qu'on a gagné en Suède, on se croit pratiquement champion du monde, ce qui est absolument faux. C'est pas parce qu'on a fait un bon résultat en Suède qu'on va faire un bon résultat en Norvège. Il est important pour nous de prendre les 6 points-là pour qu'on n'ait pas de regrets. Jean-Pierre Papin est toujours à côté de vous? Oui. Jean-Pierre, vous, bien entendu, vous y croyez? Bien sûr, tant qu'il y a un peu d'espoir, mais il faut toujours y croire, parce que je pense qu'avec cette équipe, on peut aller très loin. Et puis en ce moment, ça va bien pour vous, vous flambez, comme on dit. Oui, ça va, pas trop, parce que quand même contre Montpellier, j'avais un peu les pieds carrés, et puis donc il a fallu remettre les pendules à l'heure quant au Sochaux. Bon, je crois que c'est fait. Vous avez remis les chaussures à l'endroit, là, hein? Voilà, on a remis les chaussures à l'endroit, c'était indispensable.
Bon, eh bien, messieurs, merci. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester avec nous pour les buts étrangers et le championnat italien. Mais c'est une triste nouvelle que je vais vous apprendre avec la mort du Polonais Denia, qui avait fait pratiquement toute sa carrière au Legia de Varsovie, puis à Manchester City. Il vivait aux États-Unis, à San Diego, où il s'est tué dans un accident de voiture. Mais nous revenons maintenant au championnat étranger avec les Eurobuts. Frédéric Jaillant. Septième journée en Allemagne et but du Polonais Bunkel, 1-0 pour le Bayer Leverkusen sur son terrain face à Mannheim. Image spectaculaire ici et deuxième but pour Leverkusen à 20 minutes de la fin. Non, il n'y a pas hors-jeu car ce numéro 7, Reinhardt, est venu de derrière. Il permet à Bunkel de marquer son deuxième but. Le troisième étant signé Demal, Leverkusen vainqueur 3-0. Toujours en Allemagne, but sur penalty de Kunz, 1-0 pour Kaiserslautern face à l'Eintracht de Francfort. Puis toujours Kunz en deuxième période pour le deuxième but de Kaiserslautern qui l'emporte 2-1. Binz réduisant l'écart pour Francfort qui subit sa première défaite et est rejoint en tête du championnat par le Bayern. Espagne à présent, première journée et surprise avec la défaite du FC Barcelone sur le terrain de Valladolid. Premier but marqué par Jankovic après un quart d'heure de jeu. Ensuite, malgré les renforts de Laudrup et surtout Koeman, les vainqueurs de la Coupe des Coupes encaissent un deuxième but signé Damian. Hugo Sanchez fait des émules et Barcelone battu 2-0. Quatrième journée en Angleterre, but de White pour Manchester City. Coventry menait 1-0 sur son terrain. Mais en deuxième période, Coventry égalise par Mickey James avant de prendre l'avantage pour l'emporter 2-1. Dernier but de Smith. Coventry devient leader du championnat d'Angleterre et prend ainsi la place laissée vacante par Chelsea. L'autre Manchester United, cette fois, recevait les Canaries de Norwich. Ces derniers, à l'extérieur, donc, vont l'emporter 2-0. Ils s'emparent de la deuxième place. Cette année encore, la lutte s'annonce passionnante en Angleterre. Qui remportera le championnat et succédera à Arsenal? Avant de passer au championnat italien, il y avait des matchs de coupe cette semaine et Michel Platini, vous allez voir que votre ancien club, la Juve, a connu quelques problèmes à cause d'un petit animal à poil, Pascal Pro, pas Pascal Pro, l'animal. Regardez. Mercredi soir, lors d'une rencontre de la Coupe d'Italie, la Juventus s'opposait à une équipe de série inférieure, Taranto, et un chat sur le terrain qui paralyse le match. Alors, dans ces cas-là, il n'y a qu'une solution. Il faut se dévouer. La Juventus, grand seigneur, laisse faire les visiteurs. Et c'est le libéro de l'équipe qui va essayer de donner le bébé au ramasseur de balles qui le refuse. Le chat profite de la situation. Nouvelle course. Encouragé par tous les supporters. Et finalement, il s'en ira. Le héros du jour, lui, reviendra griffé et donc avec en prime un pansement. Voilà. Michel, vous suivez toujours le championnat italien, vous êtes toujours à l'affût des résultats? Bien sûr, en plus, comme l'a dit Bernard Tapie, quand même il y a 3 équipes européennes en finale des coupes, donc on est obligé systématiquement de s'intéresser au championnat italien. Alors, les matchs de la deuxième journée du championnat du Calcio viennent de se terminer et nous vous proposerons ce soir 2 rencontres, celle du Milan AC, le champion d'Europe, qui recevait la Lazio, dit-on, et puis le match du jour du Lotto sportif Bologne, qui a créé la surprise la semaine dernière devant la Juve, précisément, face au champion en titre, l'Inter. Alors on commence avec vous, Yves Kupferminck, Milan-Lazio. Alors si, comme moi, vous attendiez un récital des 3 néerlandais du Milan AC, Rijkaard, Van Basten et Gullit, vous allez être déçus puisque 2 parmi ces 3 néerlandais étaient absents. Gullit est blessé et absent pour environ 6 à 8 semaines. Quant à Van Basten, normalement il devrait se faire opérer demain d'un genou. Ce qui n'a pas empêché le public de venir en nombre au stade San Siro. Je pense que nous allons voir les images dans un instant. Le public qui est donc venu en nombre, plus de 80 000 supporters du Milan AC qui attendent une éclatante victoire face à la Lazio de Rome. Les Milanais qui jouent en rouge et noir se créent leur première occasion avec ce ballon dédié par Rijkaard et repris par Massaro.
ça passe de très peu à côté alors qu'on joue depuis 3 minutes. 10 minutes plus tard, nouvelle occasion milanaise avec encore un coup de pied arrêté de Donadoni et une nouvelle tête de Massaro, toujours en dehors du cadre des buts de Fiori. Milan domine mais a bien du mal à s'approcher du but romain et il faut attendre 15 minutes pour voir une occasion sur une action de jeu avec cette superbe ouverture de Donadoni pour Borgonovo qui reprend mais ça passe à nouveau à côté. Peu à peu, il n'y a plus qu'une seule équipe sur le terrain, les Rouges et Noirs de Milan, qui en l'absence de Gullit et Van Basten peuvent toujours compter sur l'excellent jeu de tête de Frank Rijkaard. Incapables de construire, notamment à l'approche du but romain, les champions d'Europe ne sont dangereux que sur coup de pied arrêté, comme celui-ci à la 30e minute où il ne manque pas grand-chose à Maldini pour ouvrir la marque. Et alors que l'on se dirige tout droit vers la mi-temps, c'est un véritable coup de théâtre sur ce long dégagement romain dévié par Amarildo. Terrible mésentente entre Baresi et Maldini et en voulant donner en retrait, Paolo Maldini lobe Giovanni Galli et permet à la Lazio de mener 1-0 à la mi-temps. Les Milanais ont encore 45 minutes pour égaliser et il manque d'y parvenir 10 minutes seulement après la reprise sur un ballon qui traîne dans la surface et repris par Donadoni. De volée, mais ça passe encore à côté. Déçu, le public commence déjà à quitter le stade San Siro. Et alors que la Lazio se crée sa première et seule véritable occasion de la rencontre, puisque le but n'en est pas vraiment une, par l'intermédiaire du capitaine Gabriel Pain, qui était en position de hors-jeu. Et en fin de partie, Milan s'installe résolument dans le camp de Rome, mais ne parviendra pas à égaliser en dépit à la toute dernière minute d'une reprise de Ancelotti qui passe de très peu à côté et c'est donc une colossale surprise puisque le Milan AC, champion d'Europe et meilleure équipe du monde, s'incline à domicile face à la Lazio de Rome 1-0. Grosse surprise, hein, Michel Platini, et le Milan a quand même bien changé depuis que vous l'aviez laissé dans le calcio. Oui, quand on l'a laissé, il est en deuxième division. Bon, ben maintenant, il va bien. Mais on peut dire aussi une chose, quand on voit les images, c'est que si vous mettez Gullit et Van Basten dans une autre équipe, je crois que l'autre équipe aura beaucoup plus de facilité de gagner beaucoup de matchs. On va passer à Bologne-Inter. Alors, vous gardez le suspense, Philippe, oui, parce que c'est le match du jour du loto. C'est le match du jour. Je donnerai quand même le résultat à la fin. Oh, vous le donnez à la fin, ce serait utile, oui. Oui, effectivement, c'est le premier déplacement de l'Inter qui a réussi une saison exceptionnelle en championnat l'année dernière, puisque l'Inter a perdu seulement 2 rencontres et a réussi 6 matchs nuls, ce qui doit faire sur 34 matchs, vous faites le calcul rapidement, 26 victoires, c'est pas mal. Mais je crois que l'objectif cette année de l'Inter, ce sera peut-être de succéder aux frères ennemis le Milan AC. Alors on va aller à Bologne donc pour voir ce premier déplacement de l'Inter de Milan à Bologne, un stade de Bologne comme pratiquement tous les stades italiens pleins, et vous allez voir que ce sont les Bolognais qui mettent les premiers la pression avec un bon tir de Giovanni que Zenga est obligé de repousser du point. C'était à la 5e minute. 7 minutes plus tard, nouvelle action bolognaise, en fait une superbe combinaison à 3 et là c'est Maronaro qui est un petit peu trop court pour inquiéter Zenga, le gardien de l'Inter. 2 minutes plus tard, réveil de l'Inter, tête de Matthäus et tête de Klinsmann sur la transversale. Cousin a eu chaud et il va encore être sollicité quelques minutes plus tard, cette fois sur un tir de Serena qu'il détourne légèrement en corner qui ne donnera rien. Mais vous allez voir, à la 28e minute, là, tout est réglé. Et cette fois-ci, c'est Giordano qui était le plus prompt et qui trompe Zenga 1-0 pour Bologne. Bologne qui confirme son excellent début de saison, puisque la semaine dernière, les Bolognais avaient réussi un match nul à Turin face à la Juventus. 39e minute maintenant, une faute indiscutable. L'arbitre, monsieur Lobello, siffle un coup franc tiré par l'Allemand Matthäus. Et repris de la tête par l'autre Allemand, Klinsmann. Cousin est battu 1-1, c'est le score à la mi-temps. Vous le voyez, Klinsmann marque là son premier but en championnat italien, puisque l'année dernière il jouait à Stuttgart. Et puis maintenant, on retrouve Giordano face à Mandorlini. Monsieur Lobello estime qu'il y a eu obstruction, alors il n'hésite pas, il montre le point de pénalty, ce qui ne réjouit pas les joueurs de l'Inter. C'est la 56e minute et Giordano se fait justice, Zenga pose, mais la balle est au fond.
2-1 pour Bologne. Et bien sûr, côté de l'Inter, on se bat pour arracher cette égalisation avec une nouvelle fois une tête surprenante de Klinsmann qui précède Cousine. Et une fois encore, c'est le poteau qui sauve Cousine, le gardien de Bologne. Mais ce n'est pas terminé. 68e minute, corner. Et cette fois-ci, c'est Mandorlini qui marque. 2-2 donc, vous revoyez ce but de Mandorlini. Cette fois-ci, c'est lui qui a mis la tête. 2-2 donc, un match qui a été remarquable et il y a eu encore beaucoup d'occasions. Sur ce tir, Zenga est obligé de s'y reprendre à 2 fois, donc une occasion pour Bologne, mais vous allez voir pour terminer une autre occasion, celle-ci pour l'Inter, un tir de Bergomi dévié que Cousine a pu enlever. 2-2. Match nul donc entre ces deux équipes. Michel Platini, au moins cet horaire de 18h pour Téléfoot va-t-il vous permettre de regarder régulièrement les matchs du championnat italien? J'imagine que ça vous fait plaisir. Absolument. Bon, on va suivre ensemble et même découvrir les images de Naples-Udinese qui viennent d'arriver. On va les découvrir. J'ai appris qu'il y avait eu une occasion de Carnevale et puis un but de Renica, but marqué en deuxième mi-temps. Voici la première occasion donc par Carnevale, qui manque pratiquement l'immanquable, mais enfin comment peut-on dire ça en football, et Renica qui va marquer le deuxième but, un tir de 15 mètres à peu près du pied gauche. Michel, un commentaire sur tous ces buts du championnat et sur ce championnat italien, est-ce que ça vous inspire quelque chose de particulier? Non, pas grand-chose. Ça me fait toujours plaisir de voir beaucoup de buts et c'est vrai qu'on voit toujours les meilleures occasions. On les voit se concrétiser surtout. Donc on ne voit pas le match parfaitement dans son... Je crois que vous devriez un peu plus mettre 2-3 minutes par match, je pense. Ah mais on va suivre vos conseils. N'hésitez pas à nous en donner. Ils sont toujours les bienvenus. Michel, vous prenez l'avion quand? Demain matin. Demain matin, et quel est le programme d'ici là? Détente toujours, repos, dîner tranquille? D'ici là, on va préparer les valises, on va se mettre à table à 7h30, puis on va aller se coucher bientôt, à moins que certains joueurs jouent un peu aux cartes, mais j'espère qu'ils jouent pas trop tard. Ouais. Vous surveillez tout ça? Pas trop, parce que j'ai entièrement confiance en eux. Très bien. Et ensuite, demain matin, on se lèvera assez tôt pour prendre l'avion à 9h30, un charter qui nous amènera directement à Oslo. Et là, dès l'arrivée, entraînement, où vous allez reconnaître un peu les lieux avant? Non, on s'entraînera le soir à 17h au stade où on jouera après-demain. Très bien. En tous les cas, merci Michel et merci à Papin également d'avoir été nos invités aujourd'hui. Bon voyage et bon match. Et puis on vous retrouve mardi soir en différé à 23h sur TF1. Et puis dimanche, vous nous retrouvez à 18h pour Téléfoot. C'est le nouvel horaire désormais et je pense qu'il convient à beaucoup de monde. Au nom de toute l'équipe de Téléfoot, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente fin de soirée. Vous allez retrouver en compagnie d'Anne Sinclair un vrai passionné de football. J'ai nommé Guy Bedos. À plus tard.